Je me souviens qu'on était en train de discuter et moi j'étais la petite occidentale pour qui c'était trop facile en fait. Enfin, eux ils me disaient mais on rêve d'aller en Inde malgré ce qu'on plie tout parce qu'on rêve de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est vraiment et on sait qu'on ne pourra jamais y aller donc dis-nous, enfin en gros appelle-nous une fois que tu y es et raconte-nous quoi. Et de me dire pourquoi moi je peux la passer si facilement et ça m'avait fait me poser beaucoup de questions. Voyager, c'est aller à la rencontre de soi, comme du reste du vivant. Dès lors, qu'est-ce que le voyage dit de nos rapports au monde ? À l'heure où le monde bascule, entre crises politiques, sociales et écologiques, peut-on encore désirer de voyager ? Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage et de ses usages au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Moi, c'est Anthony, et 2 fois par mois, je donne la parole à celles et ceux qui s'interrogent sur la place du voyage dans nos vies et sur ses existences désirables pour aujourd'hui comme pour demain, afin que le voyage ne soit plus un appareil de la destruction du vivant et le miroir de nombreuses injustices et oppressions, mais plutôt un moyen de redéfinir les manières de se rencontrer et faire société. Dans cet épisode, on revient avec Juliette Hamon, la Bretonne en stop, sur ce que 3 ans et demi de voyage autour du monde ont fait émerger. Comme prise de conscience, comme réflexion, comme changement profond. Surtout, nos échanges permettent de rappeler la nécessité de politiser le voyage. Donc de parler des systèmes d'oppression qui s'appliquent à la mobilité internationale et qui entraînent privilèges et discrimination. L'occasion de se questionner sur les façons d'adopter une posture de voyage plus ajustée et de continuer à se positionner et lutter contre les inégalités et les injustices ici et là, notamment grâce à la force collective. Belle écoute. Bonjour Juliette, je suis très heureux de te retrouver pour cet épisode aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis ton grand voyage, depuis ses débuts en Europe, il y a 3 ans et demi. Et ça fait super plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi maintenant. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah ça va, je suis très contente aussi de discuter avec toi et oui en ce moment c'est ce que je te disais juste avant mais je suis dans une ferme au Brésil et c'est beaucoup de nature autour de moi du coup je suis très bien, je suis très contente. Et juste dernièrement j'ai dit au revoir aux 3 petits loustiques avec qui j'ai traversé le Pacifique donc c'était un peu les petites séparations tristes. Mais globalement, là, je suis contente d'être arrivée dans ce nouveau volontariat, d'être de nouveau dans la nature, d'avoir quitté la grande ville de Rio. Donc globalement, très contente. Trop bien. Ouais, en plus, ça faisait super longtemps que tu étais avec ces 3 personnes, parce qu'il y a eu la traversée en Pacifique, ensuite tu les as revues. Ouais, Mandy, je l'avais rencontrée en 2024 sur une action... sur une action militante en Australie. Ensuite, on a milité dans les forêts de Tasmanie pendant 5 mois ensemble. Et Victor, le frère du capitaine, pareil, il nous a rejoints sur des actions dans les forêts en Tasmanie. Et ensuite, on s'est donné rendez-vous 2 mois plus tard et on a commencé à naviguer en octobre de l'année dernière. Donc d'octobre jusqu'à maintenant, on était plus ou moins soit en train de naviguer, soit être ensemble. Donc ouais, ça fait quand même longtemps. Je pense que c'est les personnes qui étaient les plus présentes dans mon voyage. Ouais, t'as dû créer de sacrés liens. Trop bien. Pour te présenter un petit peu, Juliette Hamon, plus connue sous le nom de la Bretonne en stop, tu es partie début 2023 seule depuis la France pour un tour du monde en stop. Et en 3 ans et demi de voyage, t'as eu le temps d'expérimenter le stop sur les routes de la France à l'Australie, de traverser le Pacifique en voilier comme on le disait, puis de découvrir les joies du vélo en Patagonie, de faire des volontariats ici et là, de rencontrer plein de personnes inspirantes, de prendre le temps de vivre et découvrir de nouvelles cultures. Donc tu as l'air d'avoir vécu 1001 vies et autant d'expériences qui t'ont nourri, probablement changé, qui t'ont ouverte en tout cas davantage sur le monde et ses réalités. Dans cet épisode, on va pas retracer tout le fil de ton parcours que tu as déjà beaucoup relaté, notamment sur ton compte Instagram, via des témoignages dans plein d'autres chouettes podcasts et médias. Donc des contenus médiatiques qui t'ont permis de parler de tes expériences, de tes joies, de tes doutes, de tes grands questionnements et des apprentissages auprès de ta communauté. Et donc pour celles et ceux qui viendraient à découvrir avec cet épisode, n'hésitez pas à aller découvrir un peu toutes ces ressources pour
te découvrir davantage, découvrir un peu tout ce parcours. Ensemble, on va prendre le temps de se poser des questions de fond, de connaître un peu ta vision du voyage aujourd'hui, donc de prendre du recul sur toutes ces expériences pendant ces 3 ans et demi et de découvrir un peu tes prises de conscience. Et c'est vrai que c'est un peu l'identité de mon podcast, la volonté d'aller en profondeur, de se questionner, d'essayer de comprendre sur ce qui se joue, tant à l'échelle individuelle que collective, quand on parle de voyage, de mobilité, et des grands enjeux politiques, sociaux et écologiques qui entourent ces sujets-là. Pour commencer à prendre un peu justement de recul sur ton expérience, est-ce que tu saurais nous parler de quelques-uns des grands apprentissages de ton voyage? Du moins ceux qui te viennent à l'esprit là maintenant et ceux qui t'importent vraiment. Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs apprentissages, et je pense sur plusieurs niveaux. Il y a eu un peu peut-être les apprentissages plus un peu d'introspection et un peu peut-être plus personnel, où je pense que le premier un peu grand qui me vient en tête, et parce qu'il, je pense qu'il il a marqué le début de mon voyage, c'était à quel point la vie était faite de hauts et de bas. Mais c'est très... en fait, ça paraît très cliché dit comme ça, mais à quel point je me suis rendu compte que par contraste sur ma vie avant, où j'étais plus installée dans une ville, avec un travail, etc., je me suis rendu compte que tout ce qui était émotionnel, par exemple si je me sentais triste, que j'allais grave en faire un drame, ou que j'allais beaucoup m'inquiéter si je ressentais... que j'allais beaucoup m'inquiéter si je ressentais des émotions négatives, ou en tout cas ce que j'interprétais comme négatif, si je me sentais un peu plus triste, ou que j'étais plus anxieuse, ou des choses comme ça. Et je crois que pour le coup, le voyage, et en tout cas le fait d'être en mouvement, ça a tellement apporté de changements, mais quotidiens, dans mes émotions, que ça m'a beaucoup permis de lâcher prise, je pense, sur cet aspect-là, de me dire, bon bah ok, aujourd'hui je me sens triste, mais de pas du tout en faire tout un drame, de l'observer, d'être en mode, ouais ok, je me sens comme ça aujourd'hui, c'est pas grave, il n'y a pas de drame, on a tous nos émotions. J'ai appris d'un point de vue émotionnel à beaucoup plus... lâcher prise sur le fait que c'est des vagues quotidiennes tout le temps, que c'est pas un drame, que ça change beaucoup. Donc ça, c'est d'un point de vue introspectif et personnel, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup dans cette expérience une réflexion un peu plus globale et un peu plus collective, en tout cas que j'essaie d'avoir tout au long de mon parcours. Et il y en a une qui m'a beaucoup marquée, que j'avais partagée, je crois que c'était en Australie, où en fait, quand je suis arrivée en Australie, donc ça faisait 2 ans que j'étais partie, et donc 2 ans que j'étais sur les routes, et donc dans ma manière de vivre cette aventure, elle est assez minimaliste au sens où je vis avec ma tante, j'achète un peu de nourriture sur la route, j'ai quelques vêtements et tout, mais j'ai très peu de possessions, je marche beaucoup, je suis beaucoup dans la nature, enfin voilà, j'avais l'impression que ces 2 ans de voyage, elle m'avait alignée avec mes valeurs, en tout cas du plus proche que je pouvais. Et quand je suis arrivée en Australie, je voulais faire un permis vacances-travail, donc ce qui impliquait de travailler un petit peu. Et dans ce cadre-là, je crois que j'avais aussi besoin de faire une pause à ce moment-là. J'essaie de me remettre à ce moment-là. Oui, je crois que j'étais aussi fatiguée du mouvement. Et donc j'avais cherché un house-sitting. Donc un house-sitting, c'est quelqu'un qui te prête sa maison en échange de soit t'occuper des plantes ou de t'occuper de ton animal. Et là, l'animal en question, c'était Odin, un petit chien. Et donc je restais 1 mois à Melbourne pour m'en occuper. Et c'était vraiment un appartement en plein centre de Melbourne. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre parce que moi, je suis arrivée en plus en plein milieu du Black Friday, et je me souviens arriver dans les grands magasins et me sentir oppressée. Il y avait plein de monde partout. Je disais à tous mes amis, ça grouille de partout, et je me sentais oppressée. Et je me souviens, j'ai même pleuré en plein milieu du grand magasin. Et donc le contraste avec ce que j'avais vécu les derniers mois était hyper important. Et à la fois, donc c'est pas ça qui m'a choquée, le fait de pleurer dans une grande ville, à la limite, ça m'a pas tant que ça choqué, mais c'est à quel point je me suis réhabituée à ça, à quel point quelques semaines plus tard, j'avais trouvé un petit job, j'allais dans des petits cafés dans la ville, j'allais dans des friperies acheter des nouveaux vêtements parce que j'avais l'impression que mes vêtements de voyageuse que j'avais depuis 2 ans, j'avais un peu la honte, quoi. Et je me dis, mais c'est fou parce que j'ai passé 2 ans à avoir l'impression de déconstruire des choses,
Et en fait, juste d'être dans une grande ville comme ça, avec des codes occidentaux aussi, je pense que ça joue, mais en tout cas, à quel point vite j'étais rattrapée par un peu le consumérisme, toutes les choses du capitalisme, quoi. Et que j'avais beau avoir passé 2 ans à penser l'avoir déconstruit, en fait, que ça revenait un peu au galop. Et je pense que c'était un apprentissage, ou en tout cas un petit mémo, un petit bloc-notes dans ma tête qui est important et même que je garde grave précieusement encore aujourd'hui pour me dire, mais en fait, là, j'apprends plein de choses et je déconstruis plein de choses, mais commencer à déconstruire quelque chose, ça veut pas dire que c'est quelque chose d'acquis et c'est quelque chose que tu dois un peu cultiver en permanence. Et voilà, j'essaie de me le rappeler un peu souvent du coup. Ouais, c'est pas évident en plus parce que on vit dans un système capitaliste mondialisé, donc de toute manière, et en plus, comme tu dis, il y a certains pays où ça se voit peut-être même beaucoup plus. Et enfin, c'est impossible d'en échapper vraiment, quand bien même, je trouve, on arrive à déconstruire les choses, à avoir des pratiques de consommation différentes, des pratiques d'être au monde différentes aussi. Bah, il y a ça qui nous revient à la face tout le temps, quoi. Ouais, ça m'a vraiment surprise quoi. Hyper profondément parce que par exemple, tu vois, physiquement sur l'aspect des vêtements et tout, je pensais vraiment ne plus rien en avoir à faire. Enfin, ça fait tellement des années que que je mettais un peu ce que j'avais sous la main et tout. Enfin, je pensais vraiment que ça serait le dernier de mes problèmes, la dernière de mes préoccupations. Et le fait d'être si contente d'aller dans des friperies et de racheter. Et en plus, en Australie, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. C'est qu'en fait, il y a énormément de magasins de seconde main, mais bon, du coup, ce qui était chouette, hein, mais à la fois, ça montre aussi à l'hyper-consumérisme, mais du coup, j'y ai quand même plongé assez vite, quoi. Plus rapidement que j'aurais aimé pouvoir me l'avouer, quoi. Ouais, je comprends, mais c'est pas évident. En même temps, est-ce que c'est foncièrement mal? Je sais pas. Mais c'est intéressant de voir comment les choses peuvent évoluer aussi, finalement, les revirements un peu qu'on peut faire dans notre vie, des fois sur certaines pratiques et tout. Ou même juste le mood qui change, je sais pas, l'environnement qui change et il y a ça qui change aussi. Et je crois que moi, ça m'a un peu rappelé, et même là, j'y ai repensé récemment quand j'étais à Rio, que très vite, dès que je suis dans une grande ville, il y a un peu beaucoup de tentations, etc. Et que très vite aussi, un peu tous les petits gestes du quotidien sont très liés à l'argent. Toutes les choses culturelles, enfin tout, même les liens humains, enfin beaucoup de choses en tout cas sont reliées à l'argent. Et pour moi, je dis pas que c'est une fatalité, et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont en train de trouver des solutions. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, je pense que et c'est un petit rappel que j'ai dans ma tête, que si je rentre, et je vais rentrer en France à un moment, je pense que ça sera bien de ne pas aller en ville pour l'instant et de continuer à apprendre en étant un peu plus éloigné des villes. Euh, Parce que très vite, je trouve que la tentation de plein de choses reviennent sinon dans les villes. Mais je dis pas que c'est une fatalité, et je pense qu'il y a plein de personnes qui arrivent à trouver des initiatives hyper intéressantes. Mais juste moi, à titre individuel, pour l'instant, je crois que j'ai besoin d'apprendre encore un peu plus dans la nature. Trop bien, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Et justement, là, on a commencé un peu, on va dire, à voir il y a des grands systèmes de normes aussi et d'oppression qui nous affectent toutes et tous. Et justement, il y a un grand sujet, un grand enjeu que je voulais aborder avec toi qui me paraît essentiel et je trouve dont on parle trop peu quand on parle de voyage, c'est la nécessité de le politiser. Je trouve qu'il y a trop peu de voyageurs et voyageuses qui le font, qui se posent un peu des questions sur le sens et les impacts de nos voyages occidentaux notamment. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu avec ce podcast, à mon humble échelle, quand je dis vouloir questionner le sens du voyage, de le placer sous le prisme de la justice sociale et écologique. Parce que je considère que toute chose est fondamentalement politique, parce que chaque choix, chaque acte, chaque usage aura des effets sur le monde dans lequel on vit, qu'on le veuille ou non. Surtout, ce qui me paraît important, c'est d'adresser ces enjeux à l'échelle collective, parce que politiser les choses, c'est reconnaître notamment qu'il existe des systèmes d'oppression, de domination qui affectent profondément les quotidiens, qui définissent les normes, comme je le disais, les manières dont on vit, et qu'on ne conscientise pas toujours, surtout lorsqu'on dispose de privilèges. Et l'exemple d'avant, c'est totalement ça aussi, donc c'est intéressant. Et je pense notamment au système d'oppression capitaliste, patriarcal, colonial, validiste, raciste, et il y en a d'autres. Et qu'on le veuille ou non, on reproduit un peu les schémas qu'ils nous dictent, et notamment en voyage. Et ces systèmes, ils produisent le maintien d'inégalités et d'injustices à l'échelle mondiale, et ils se manifestent donc par la marginalisation, la persécution, la privation de droits,
et par toute autre discrimination de groupes sociaux par un ou plusieurs autres, qui de leur côté disposent de privilèges. Et ces systèmes d'oppression expliquent notamment le fait qu'aujourd'hui, un pays comme la France dispose d'avantages énormes en termes de mobilité, via notamment la puissance de son passeport, qui est l'un des plus puissants au monde. Et c'est notamment grâce à ce passeport que tu as pu, sans trop de mal, partir voyager autour du monde librement. Donc, il y a de grandes injustices qui se maintiennent entre les pays du Nord et du Sud, qui sont notamment des héritages de la colonisation. Quel est ton regard sur ce petit état des lieux et quelle est ta vision un peu sur ces grands enjeux au niveau du voyage? Est-ce que pour toi c'est nécessaire de politiser le voyage aujourd'hui? Ouais, bah déjà, c'est trop important ce que tu dis et je suis complètement d'accord et je pense que oui, c'est hyper important de le politiser. Hem, je pense que enfin, il y a plusieurs axes sur lesquels j'ai envie de te répondre, mais je pense que c'est hyper important et qu'en plus, c'est d'autant plus important que dans l'esprit de beaucoup de personnes, le voyage, c'est censé être un endroit, enfin un peu un lieu de déconnexion, hem, un lieu où ouais, où on pense plus trop aux problèmes du quotidien et cetera et du coup, je trouve que fondamentalement, le voyage, c'est quelque chose qui est très dépolitisé alors qu'au contraire, il est intimement politique et qu'il y a tellement de choses, à en dire. Donc je trouve ça trop important d'en parler. Hem et je trouve ça aussi important de enfin, j'avais lu, et ça je t'en reparlerai peut-être plus tard, mais j'avais, découvert une personne qui est militante et qui est hyper intéressante, qui s'appelle Bani Amor. Et quand je lisais ses écrits, cette personne parlait justement donc c'est, une personne d'Équateur, il me semble, qui prend la parole sur les enjeux intersectionnels, queer et aussi la culture, du voyage. Et dans un de ses écrits, Bani justement disait que le voyage, déjà rien que le mot voyage, bah, il était chargé culturellement de plein de notions et très connoté parce qu'en fait le voyage, si tu reprends la définition, déjà c'est un déplacement et du coup ça devrait englober plein d'autres logiques. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du voyage, on parle du voyage des Occidentaux, ou enfin en tout cas du voyage plaisir, enfin voilà. Alors qu'en fait, il y a plein de déplacements qui ne le sont pas, et notamment bah, les exils. Et voilà, donc déjà rien que je trouve, dans notre construction de qu'est-ce qu'on met derrière le mot voyage, il y a tellement de choses à dire. Sur notre construction aussi de ce mot-là, je trouve qu'il y a, enfin, je sais pas toi, mais je trouve qu'il y a plein, enfin, toutes les lectures qui existent, en tout cas beaucoup de lectures qui existent. Celle dont moi j'ai été abreuvée, c'était beaucoup de lectures genre de grands aventuriers blancs hyper coloniaux dont je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Et je pense que du coup, c'est hyper important. Et ça, en vrai, là je t'en parle comme si c'était un fait. En vrai, je m'en rendais pas compte à l'époque et c'est beaucoup là d'être dans le mouvement ces dernières années qui m'a fait prendre ce temps pour y réfléchir. Mais à l'époque, et je pense que même quand je suis partie, j'avais plein de, plein de clichés, plein de choses hyper problématiques dans la tête parce que j'ai été abreuvée de ces grands aventuriers blancs occidentaux, cis, et tout ce qui va avec. Et donc c'est pas facile en fait de faire la part des choses entre... Il y a beaucoup de choses à déconstruire et t'as beau le vouloir intimement, des fois tu te rends pas compte que toi aussi tu reproduis plein de choses, donc c'est trop important bah justement de lire, de consommer plein de médias, enfin voilà, mais aussi de se poser la question de nous-mêmes, enfin, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais tout ça pour dire que ça me parle énormément ce que tu dis, et aussi pour dire que moi quand je suis partie de France, peut-être pour le recontextualiser, j'étais déjà pas mal militante en France sur les enjeux écolos, sociaux et féminisme. Et je pense que c'est un peu drôle comment s'est construit mon militantisme parce qu'il s'est construit au début par la volonté de protéger les animaux. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, le social était hyper important. Donc après, je me suis un peu éloignée des animaux pour le social. Ensuite, j'étais en mode « Oh !» Après, bah, oui, ça aussi, c'est un point peut-être important à mon parcours pour te l'expliquer. Et là, j'ai l'impression de parler d'un point de vue hyper individuel alors que c'est une question plus globale. Mais je pense que ça explique un peu comment j'ai pu agir dans mon voyage. Et ensuite, j'ai eu une relation avec une personne exilée. Et là, enfin, au début de la relation, je ne savais pas. Et on a eu beaucoup de discussions sur tous ces enjeux-là. Et je pense que ça a aussi beaucoup changé mon parcours militant aussi suite à cette relation parce que toutes nos discussions m'ont beaucoup éveillée sur plein de choses et j'ai
Ouais, on réveillait beaucoup de colère à cette époque-là. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans, mais voilà. Et donc, je pense il y a tout un mix comme ça de construction qui a fait que petit à petit, j'ai commencé à comprendre et à me dire, en fait, les sujets d'écologie, les sujets de féminisme et de justice sociale, c'est tellement, enfin, tout est tellement imbriqué. Et donc, je pense que je partais de ça en décidant de partir dans cette aventure. Et même cette aventure en soi aussi partait d'une volonté d'une volonté de ne plus prendre l'avion. Donc c'était déjà aussi une réflexion sur l'impact sur l'environnement. Mais je pense que ce qui s'est ajouté et ce qui s'ajoute de plus en plus, c'est justement... je pense que quand je suis partie, je me rendais compte de certains sujets de justice sociale, mais je pense que j'ai quand même eu beaucoup de choses à déconstruire et j'ai encore plein de choses à déconstruire. Et je sais par exemple une de mes meilleures amies qui s'appelle Louise Hubert, et elle est avocate en droit des étrangers en France. Et elle prend beaucoup la parole sur ces questions-là. Et je me souviens qu'on avait eu une discussion où je passais la frontière turque pour rentrer en Grèce. Et j'étais en stop. Et je me souviens que j'avais fait une story pour raconter un événement que moi je trouvais un peu cocasse, où je racontais que l'immigration m'avait dit que j'avais pas le droit de passer à pied à cette frontière et qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui veuille bien me prendre en stop pour passer la frontière. Et comme je ne trouvais pas, ils m'ont dit monte dans le coffre de cette personne et passe cette frontière. Voilà. Et moi, je l'avais raconté sous forme un peu cocasse. Et en fait, je sais que je l'avais eu Louise quelques jours plus tard au téléphone et qu'elle m'avait dit mais tu sais, moi, je travaille sur ces questions-là depuis des années et en fait, ça me choque ce que tu racontes de manière drôle. En fait, c'est extrêmement choquant parce que c'est une frontière en plus qui donne accès à l'Europe, qui est tellement problématique, il y a tellement de morts et c'est tellement chargé d'histoire. Et tu vois, c'est juste un exemple, un mini-exemple, mais de à quel point aussi, et on en avait longuement discuté, à quel point, selon les perspectives, tu ne vois pas du tout pareil ce qui se passe et ce que tu vis et ce que tu es en train de vivre. Et voilà, et donc j'avais beau à ce moment-là, c'était le début de mon voyage, avoir l'impression de grave y penser et de me questionner sur un peu tout ce que je faisais, comment le faire, etc. Il y a plein de choses qui m'échappent et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc hyper important de le politiser et de peut-être, moi en tout cas c'est un peu la posture et on pourra peut-être en discuter plus après, mais aussi d'être conscient qu'il n'y aura jamais un moment où je serai parfaite, où j'aurai compris toutes les clés et c'est quelque chose qui est hyper en mouvement comme réflexion, quoi. Voilà, fin de mon monologue. Tu parlais d'un peu de toutes les prises de conscience que tu as eues, notamment avant ton départ et aussi au début de ton voyage. Est-ce que il y a eu d'autres prises de conscience, tu le disais oui aussi, au fil de ton voyage, et qu'est-ce que la pratique du voyage en stop un peu partout dans le monde t'a fait comprendre, a fait émerger à ce propos? Je pense que l'exemple que je te donnais de la Turquie, c'était un bon exemple pour le début du voyage, de cette prise de conscience que tellement rien n'était neutre en fait, quoi. Je me suis très vite rendu compte, oui, justement, du privilège que j'avais de mon passeport et d'à quel point je pouvais traverser les frontières de manière hyper facile. Et ça me choquait de plus en plus. Et je pense que le summum de cette prise de conscience, c'est quand je suis arrivée au Pakistan. Parce que au Pakistan, donc le Pakistan, il me semble, ça a peut-être changé depuis, mais que c'est le 3e passeport le plus faible au monde en termes de possibilité d'aller dans d'autres pays sans visa. Et en fait, au Pakistan, ça revenait mais absolument tout le temps. Avec toutes les personnes que je rencontrais, on parlait de ce sujet-là. Et c'était même pas une question économique. Je sais que j'ai rencontré aussi des amis qui étaient très très riches et qui me disaient mais même moi qui ai énormément de moyens, en fait, si je voulais un visa, c'est limite 10 000 € pour pouvoir rester une semaine quelque part. C'est pas des vraies données, mais c'est bon. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas voyager, en fait, on ne peut pas sortir du Pakistan. Et je pense que j'en avais conscience avant, mais le fait d'avoir autant ces discussions, ça a quand même été une grosse prise de conscience pour moi. Il y a un moment aussi, moi je marche très à l'émotion, mais du coup des amis, pour le coup c'était vraiment devenu des extrêmement bons amis qui m'ont dit viens, on est à Lahore, on va t'amener à la frontière avec l'Inde. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation que, après c'est aussi pour des raisons géopolitiques, mais juste la seule frontière qui est ouverte entre le Pakistan et l'Inde, parce qu'ils sont en conflit, c'est la frontière à Lahore. Et donc c'est une frontière qui est ouverte, mais
fondamentalement, ni les Indiens, ni les Pakistanais, enfin très peu, sont autorisés à la passer. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais moi en tout cas, ça reste dans ma tête assez fort parce que je me souviens qu'on était en train de discuter et moi j'étais la petite occidentale pour qui c'était trop facile en fait. Enfin, eux ils me disaient mais on rêve d'aller en Inde malgré ce conflit et tout parce qu'on rêve de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et on sait qu'on ne pourra jamais y aller, donc dis-nous, en gros, appelle-nous une fois que tu y es et raconte-nous quoi. Et bon après, je pense que c'est aussi je veux pas en faire, trop quelque chose d'étau et tout, trop émotionnel, mais en tout cas, moi, je sais qu'à ce moment-là, je me disais, mais ça n'a aucun sens. J'étais toute seule, et il me semble que j'étais toute seule. Je pense qu'il y avait une autre personne qui passait la frontière avec moi ce jour-là, et je me disais, mais je suis la petite occidentale avec son petit backpack qui est en train de passer une frontière qui est ouverte toute la journée et que personne ne la passe, cette frontière, alors que c'est des pays en plus où il y a énormément d'habitants, donc juste, la situation de passer cet espace vide et de me dire un peu pourquoi moi je peux la passer si facilement et ça m'avait fait me poser beaucoup de questions. Voilà. Et c'est vrai que on peut avoir conscience des choses et au final, c'est vraiment quand on est, j'ai l'impression, confronté vraiment en réalité, que tu vois les personnes être confrontées à ça, que tu te rends compte vraiment de l'impact que ça peut avoir pour les personnes aussi. Bah oui, et à la fois, je veux pas non plus avoir un discours, et ça je pense qu'on va en reparler, mais il faut voir le malheur des autres pour prendre conscience de ça, c'est pas du tout ça non plus, mais c'est juste que effectivement, je pense que ça te touche d'autant plus quand c'est des gens que tu connais en fait. Et je pense que ça c'est humain quand même, qu'à partir du moment où tu crées des liens avec des personnes, c'est bête, mais c'est des gens qui sont du coup dans ton cercle proche et du coup leur réalité t'impacte d'autant plus. Et te pousse, en tout cas moi je fonctionne, je pense un peu comme ça, me pousse à du coup vouloir beaucoup plus approfondir, réfléchir à comment je peux faire, voilà. Du coup, tu l'as mentionné, tu as commencé à parler justement des privilèges que tu avais en voyage. Il y a aussi celui d'être une femme blanche. Est-ce que tu as perçu aussi ce privilège en voyage? Comment tu as vu les choses de ce point de vue-là? Bah, je l'ai senti plein de fois, oui. Et je pense que ça, dans tous les cas, je fais du stop. Et du coup, en fait, les gens qui s'arrêtent me jugent visuellement en quelques secondes. Donc déjà, je sais que c'est difficile, tu vois, d'analyser quelle part et sur quels critères. Mais juste, réalistiquement, et aussi par des conversations que j'ai eues dans les voitures, il y a aussi plein de fois où des personnes m'ont dit « bah, t'es blanche ». Donc je me suis arrêtée parce que je savais que t'étais pas de mon pays et du coup moi j'ai peur des personnes de mon pays. J'ai eu des discours comme ça, mais encore une fois c'est pas pour dire du mal des personnes qui s'arrêtent parce qu'ils me voient une personne blanche, etc. Il y a plein de processus de domination qui font que du coup il y a ces pensées qui se créent et je trouve que c'est hyper important de le dire aussi. Et que ça fait partie du colonialisme et de plein de dynamiques qui posent question. Mais du coup, effectivement, dans beaucoup de situations, que ce soit en stop, que ce soit dans des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont proposé leur aide et tout, je pense que, et c'est pas je pense, et je me rends compte que le fait d'être une personne blanche, c'est sûr que ça crée quelque chose qui fait que c'est plus facile pour moi. Ça n'a fait que m'aider dans ce voyage. Et du coup, oui, c'est un privilège. Et du coup, la question, c'est ensuite, une fois que tu as conscience de ce privilège et que les gens viennent vers toi parce que tu as ce privilège-là, qu'est-ce que tu en fais? Et ça, pour le coup, j'ai pas encore toutes les réponses, pour être honnête avec toi. En tout cas, moi, mes pistes, c'était justement et quelque chose qui est un peu important dans mon voyage, c'est par exemple de rejoindre des groupes militants dans beaucoup de pays dans lesquels je vais. Et du coup, ces groupes militants, je trouve que pour moi en tout cas, c'est la meilleure façon pour moi de comprendre un peu les enjeux, les dynamiques, d'avoir aussi des espaces où les personnes ont justement envie de prendre la parole sur des choses qui les indignent. Mais c'est pas vraiment le mot que je veux dire. Bon, c'est une façon pour moi de rejoindre des cercles, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimais déjà faire en France et du coup juste que je reproduis un peu dans d'autres endroits, mais de rejoindre des cercles où on va discuter de tous ces enjeux-là et où j'apprends beaucoup, mais aussi où du coup ça me permet aussi d'être plus dans une posture où j'écoute, où je vois comment je peux aider, mais sans venir me positionner
j'ai telle solution, je sais mieux, etc. Parce qu'en fait, je dois aussi faire preuve de rester hyper humble, parce que du coup, quand j'arrive dans des collectifs qui sont déjà organisés selon plein de... Enfin, ils ont grave des codes différents, et du coup, j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi. Je suis dans une posture d'écoute, et je vois ce que je peux faire, et je me façonne un peu, quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression d'essayer d'être le plus malléable possible. Mais en me rendant compte que justement, parce que j'ai tous ces privilèges-là, qu'il faut que j'ai une oreille d'autant plus attentive et que j'ai aussi un regard porté sur moi d'autant plus attentif. Ouais. On va avoir l'occasion de reparler un peu de posture et aussi de tous ces collectifs que tu as rejoints, des luttes que tu as pu découvrir aussi sur le chemin. En particulier, t'en parlais tout à l'heure, de l'importance d'adresser ces enjeux à partir de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de percevoir qu'un certain nombre de personnes subissent plusieurs formes de discrimination et d'oppression dans le même temps, et que celles-ci peuvent se renforcer conjointement. Par exemple, une femme racisée subit notamment des discriminations de genre, mais aussi des discriminations liées à sa couleur de peau ou ses origines. Et toi, Juliette, en voyage et dans ton quotidien, tu peux notamment être discriminée pour ton genre, celui d'être une femme, mais aussi pour ton orientation sexuelle. Est-ce que tu veux nous parler des réalités que tu as connues en voyage, en stop, seule, en tant que femme queer? Je sais que là-dessus, tu m'avais déjà fait part d'une anecdote aussi que tu avais relayée au Pakistan. Je sais pas aussi si tu en as d'autres. Ouais, quelque chose que je pense qu'il est important déjà de dire sur cet aspect-là, je pense qu'en partant, je pensais que ça serait pas trop présent dans mon voyage, un peu naïvement, je pense, mais juste, j'ai un passif trait, donc bon, en tout cas à l'époque, maintenant que je me suis coupé les cheveux, ça passe je passe un peu moins inaperçu, mais à l'époque, globalement, passif trait, ça veut dire que les gens ont tendance à penser que je relationne avec des hommes. Et voilà, et donc juste, vu que j'étais pas en couple et que j'ai ce passif trait, je me disais que ça serait pas forcément quelque chose ou un questionnement que j'aurais trop dans mon quotidien, et que ça impacterait pas forcément mon voyage. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que en fait, ça l'impactait beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Parce que déjà, finalement, dans mes décisions de dans quel pays j'allais ou pas, au début, j'avais quand même très peur, parce que j'étais présente aussi sur les réseaux sociaux, que j'étais consciente que j'avais un peu une image digitale. Et du coup, il y a très vite, je devais un peu choisir par où j'allais, et il y avait quand même beaucoup de pays sur ma route pour lesquels il y avait la peine de mort pour les personnes LGBT+. Et, et ça me faisait hyper peur en vrai d'aller en stop en ne sachant pas trop, moi, du coup, ce qu'on trouverait sûrement en ligne et puis pour qui j'étais, quoi. Donc ça a quand même un peu orienté mes décisions. En tout cas, c'était c'était un critère qui rentrait dans mes décisions. Je sais que notamment quand je devais réfléchir entre passer par l'Iran ou passer par la Russie, c'était pas confortable. Et ensuite, je suis arrivée au Pakistan, et donc là, au Pakistan, oui, c'est toujours la peine de mort pour les personnes LGBT, mais je sais pas, et ça serait peut-être une petite précision quand même importante, je sais pas si c'est uniquement pour les hommes gays, à vérifier, parce que dans beaucoup de pays dans lesquels je suis passée, les femmes ne peuvent pas être pénalisées de mort, parce que les femmes, c'est un peu invisibiliser les lesbiennes, quoi, ou les bi, mais voilà, donc je sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a la peine de mort, c'est sûr. Et donc déjà, j'avais un petit peu peur, j'avais ça en tête et ça me faisait un peu peur. Et je pense que c'est celle-là l'anecdote que je t'avais racontée. J'ai passé 2 semaines à Islamabad et j'ai rencontré un ami avec qui je me suis hyper bien entendue tout de suite. Et très vite, on avait parlé notamment des droits des personnes trans, parce que c'était une loi qui venait de passer au Pakistan justement pour leur donner plus de droits. Et voilà, et donc on avait une longue discussion où lui, en plus, il me disait qu'il trouvait que c'était une avancée, que c'était une progression dans la société, et que lui, dans son quotidien, il essayait grave d'être plus inclusif, etc. Donc très vite, je me suis sentie hyper à l'aise avec lui. Et on n'en a pas trop reparlé ensuite, mais voilà, juste c'était quelqu'un avec qui en qui j'avais grave confiance et tout. Et quelques jours plus tard, après ces 2 semaines, il m'a invité à aller passer du temps dans sa famille, qui était dans un village beaucoup plus au sud, à la frontière avec l'Afghanistan, Koïta, pour donner tout le contexte. Et donc on a été dans ce village, village-ville, en vrai il y a quand même beaucoup d'habitants. Et voilà, et un jour on était en train de discuter et tout, et j'étais avec lui et son ami
me dit, mais en me regardant droit dans les yeux, de toute manière, je pense qu'on devrait, mais en plus hors contexte, je crois qu'on devrait tuer toutes les personnes LGBT+. Et voilà, et juste moi, du coup, à ce moment-là, je sais que je me suis figée, et en fait, je savais pas s'il me le disait en sachant. Et donc, j'ai eu un petit moment de stress, et c'était, je pense, tout le contexte aussi, hein, et c'est peut-être pas forcément non plus rationnel, parce que je suis seule et tout, et du coup, peut-être que aussi je stresse plus facilement, mais en tout cas, juste le contexte où c'était un pays dans lequel il y avait quand même beaucoup, je m'étais fait arrêter beaucoup dans des contextes armés, et c'était un endroit où il y avait beaucoup d'armes autour de moi, et même dans la famille de mon ami et tout. Et juste, je me suis sentie directement menacée, et j'ai eu peur. J'ai eu hyper peur, et en fait, mon ami, que je pensais être un allié, a renchéri en rigolant et en disant ah ouais, mais je suis totalement d'accord, d'ailleurs regardez mon Twitter. Et en fait, c'était un troll absolu, mais vraiment de choses ignobles, hyper homophobes. Et en fait, je me souviens que je savais, j'avais envie de pleurer, et juste je me rendais compte que c'était pas trop le moment. Et du coup, la seule chose que j'ai réussi à dire, c'était prendre la défense des personnes LGBT, mais en ne disant pas que j'en faisais partie. Et je sais que, c'est la seule posture que j'ai réussi à adopter. Et en fait, je sais que je m'en suis extrêmement voulu après, parce qu'en plus, je restais quelques jours encore avec lui. Et je m'en voulais, mais vraiment, j'étais en boucle sur ça, parce qu'en plus, il a refait quelques commentaires ensuite, après. Et je me disais, mais c'est hyper lâche. En plus, sur ma route, en stop et tout, j'avais... Au Pakistan, moins, mais je sais qu'en Ouzbékistan et aussi en Inde, j'ai eu beaucoup de discussions justement sur des personnes qui étaient homosexuelles, ou de personnes qui n'osaient pas le dire pour leur contexte familial et social. Et juste du coup là, je m'en voulais trop de moi ne pas le dire, alors que justement j'avais aussi conscience que j'avais quand même mon privilège occidental, et j'arrivais pas à évaluer à quel point j'étais protégée ou pas. Et tu vois, du coup là, c'est aussi surfer sur un privilège, tu vois, de me dire comment je l'utilisais, j'arrivais pas à savoir. Je me disais, à la fois, j'ai cette possibilité, mais ça, je t'en parle avec du recul, honnêtement. Bon, je vais finir l'histoire, et voilà. Donc, j'ai pas réussi sur le coup, et je m'en suis extrêmement voulu. Et moi, à ce moment-là, la seule manière de faire que j'ai trouvée, c'est qu'une fois que je suis sortie du Pakistan, je lui ai envoyé un message, et je lui ai dit, en fait, tu te souviens de telle conversation, mais en fait, moi, je suis concernée, et donc, juste notre amitié, je pense que... va falloir en discuter, parce que on peut pas rester amis si t'es homophobe, en fait, parce que juste ça m'affecte énormément. Et voilà, ce à quoi on a eu une discussion. Il m'a dit qu'il comprenait, et il s'excusait et tout, mais je pense qu'au fond, malgré tout, il y avait quand même beaucoup de choses intériorisées qui faisaient que aujourd'hui nos liens se sont distendus. Mais en tout cas, ça m'a quand même beaucoup posé question après coup aussi, justement parce que je me suis retrouvée dans une situation où je savais pas du tout, où j'étais consciente de mon privilège justement de rester quand même une femme blanche de France qui a un passeport européen, et du coup d'avoir quand même au fond cette possibilité, enfin en tout cas c'est ce que je me suis dit après coup, d'avoir cette possibilité de prendre la parole, et à la fois, j'avais quand même peur, quoi. Ouais, j'ai pas la réponse encore aujourd'hui, mais juste en tout cas pour moi la solution c'était quand même d'en parler, mais après coup. Et voilà. Et tout ça pour dire que globalement dans mon voyage, il y a quand même plusieurs fois où ça revenait de manière assez importante, et ça revient aussi un peu toujours dans les voitures aussi, parce que tous les jours en vrai on me demande est-ce que t'as un copain, voilà, et du coup c'est aussi un choix quotidien de réfléchir et d'essayer de savoir si je suis en danger ou pas. En parlant, est-ce que je prends ce risque ou pas? Et c'est du coup un peu comme si je devais faire un coming out tout le temps, réfléchir à faire un coming out quotidiennement. Donc voilà, c'est un peu lourd des fois. Mais voilà, mais là aussi du coup, tu vois, même dans ce sujet-là, je trouve que la question des privilèges et de ce que t'en fais vient aussi. Mais on est pile dans un sujet d'intersectionnalité, oui. Ouais, mais c'est hyper intéressant, merci beaucoup d'avoir témoigné là-dessus, parce que c'est pas évident non plus, et c'est hyper intéressant de voir cette ambivalence dans les positions de... Tu as des privilèges et en même temps tu subis les discriminations, et il y a clairement des dangers pour toi sur le chemin en étant une femme queer. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue et les réflexions et le recul que tu poses à ce niveau-là aussi. Donc merci pour ça. On a commencé à bien parler de politisation du voyage, des différentes formes de systèmes d'oppression qui existent.
ce que je trouvais intéressant aussi, pour ma part, c'est pareil, c'est que quand je suis entré sur les enjeux socio-écologiques, j'étais beaucoup plus porté sur les enjeux écologiques et je percevais pas forcément au tout début, en tout cas, les liens qu'on pouvait faire entre les enjeux socio-écologiques, etc. Et après, assez vite, j'ai fait les liens, compris plein de choses et même les réflexions que je porte sur le voyage aujourd'hui sont plus du tout nécessairement les mêmes que celles que j'avais il y a 1 ou 2 ans. Enfin, c'est hyper intéressant à force de prendre conscience d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre d'enjeux, grâce à plein de personnes qui en parlent et qui sont un peu spécialistes de ces sujets, de pouvoir aussi changer de position et se dire que, enfin, au moins d'être dans la posture de se poser des questions. Et je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui et qui est intéressant. Et en particulier, ces derniers mois, j'ai été amené à mieux comprendre les enjeux décoloniaux du voyage, qui sont très complexes, notamment grâce au podcast et au compte Instagram de Sourour, Décolonial Voyage. Et je trouve qu'elle fait un super travail à ce niveau-là. Et je pense qu'il doit y avoir plein d'autres comptes aussi, ressources sur ces enjeux-là et qui sont hyper importants aussi à mettre en évidence. Elle met notamment en lumière toutes les dérives des pratiques occidentales en voyage qui relèvent au final de dynamiques néocoloniales, alors même qu'on s'en rend pas toujours compte. Notamment notre rapport à la photographie, le fait par exemple de vouloir prendre des enfants des pays du Sud en photo comme si c'était de vulgaires objets, le fait de considérer les communautés qu'on rencontre un peu comme un décor, comme quelque chose qui fait partie de l'expérience du voyage. Le fait de croire que l'accueil est indu, le fait de continuer à maintenir sa vision occidentale des choses en voyage, à continuer un peu cette forme d'impérialisme sans toujours s'en rendre compte. Et je trouve que ça amène aussi à vraiment réfléchir en profondeur et à se dire est-ce que toutes les pratiques touristiques aujourd'hui qui permettent l'enrichissement de l'Occident via l'exploitation des populations des Suds, est-ce que toutes ces formes de tourisme dans les pays du Sud, c'est pas en soi colonial? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, je trouve. Enfin, c'est une question que je me pose en ce moment. Et donc, ça nous invite à prendre beaucoup de recul, à percevoir en quoi on reproduit un peu ces schémas d'oppression via nos pratiques de voyage, parfois même sans les conscientiser. Et donc, ça nous invite aussi je pense, à modifier nos postures, au minimum, à vraiment se poser ces questions. Et aussi, du coup, au-delà du fait de vivre le voyage, aussi de se renseigner, de lire, de découvrir des ressources qui sont créées par des personnes qui vivent ces réalités, qui sont expertes sur ces enjeux de société et qui sensibilisent déjà. Comment toi tu t'informes et comment tu t'es informé sur ces enjeux? Est-ce qu'il y a des ressources écrites, audio, vidéo que tu auras envie de nous partager? Bah déjà, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et je pense que le compte Instagram des Colonial Voyage, moi, effectivement, il m'a grave questionnée, notamment à un moment, je pense quand j'étais au Népal. Enfin, son travail est génial et trop important et j'ai l'impression en tout cas qu'au niveau francophone, on a peu de ressources quand même sur le voyage décolonial. Donc c'est trop important que ça existe. Je sais que quand je voulais écrire mon livre, justement, je me posais plein de questions à ce sujet-là et j'avais l'impression d'avoir trouvé quand même un petit peu plus de ressources en anglais. Mais voilà, juste pour dire que c'est trop important et notamment, peut-être un peu pour rebondir sur ça aussi, je sais que Mélie m'avait offert, quand on était en Australie, parce que c'était un sujet dont on parlait tout le temps, parce qu'en Australie, comme la colonisation est entre guillemets plus récente, c'était un sujet qui revenait vraiment tout le temps dans les cercles militants. Et donc on en parlait souvent. Et notamment, j'avais lu un livre que j'ai noté qui s'appelle The Good Ally. J'ai mon accent anglais super. De Nova Red. Et dans ce livre, une réflexion que j'avais trouvée hyper intéressante, c'est que c'est très facile pour nous de se dire « Ok, j'ai vécu dans un système patriarcat depuis toute petite. Et du coup, c'est sûr que j'ai du sexisme intériorisé. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'elle disait, en fait, on a aussi vécu dans une société colonialiste en fait depuis qu'on est enfant. Et du coup, c'est hyper important aussi de se dire, ok, j'ai du racisme intériorisé, c'est sûr. Et de pas chercher à se dire, non, moi, non. Enfin voilà. Et juste comme on le ferait hyper naturellement, enfin en tout cas je vais resituer et dire comme moi en tout cas je le ferais naturellement, de dire c'est sûr que j'ai plein de choses que je fais qui sont le fruit aussi du patriarcat, là d'être en mode oui en fait juste acceptons collectivement qu'on vit dans une société dont il y a plein de marques du colonialisme
Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, je pense que c'est grave un fondement. Juste de me dire, ok, je le conscientise, et après, à partir de ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je trouve que sinon, si tu passes ton temps à essayer de trouver des solutions pour dire, moi non, enfin, c'est comme le féminisme, quoi, mais juste, ça marche pas. Donc, juste, je trouve que des fois, faire des liens comme ça, tu parlais d'intersectionnalité juste avant, et je trouve que faire des liens, justement, comme ça, moi, ça m'aide beaucoup à essayer de comprendre un peu, même si c'est pas toutes les clés, mais comprendre les discriminations en pensant sous des prismes de sexisme, de patriarcat, de capitalisme et tout. Enfin bref, encore une fois, tout est tellement imbriqué que ça te donne des pistes. Et ensuite, pendant ce voyage, je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est de lier un peu genre lecture et conversation avec des personnes. Je pense que s'il y avait des ressources à conseiller, en vrai, vraiment, le compte de Sourd est vraiment génial. Décolonial Voyage. Il y a plein de médias décoloniaux qui sont hyper intéressants, hyper importants et qui traitent pas directement du voyage, mais en fait, juste le sujet est le même. Moi, j'aimais bien le compte de Culture Dorée, par exemple. Et même aussi, il y a le podcast de Décolonial Voyage qui est aussi super, et celui de Kif Taras, mais c'est même pour réfléchir, je trouve, à tous nos biais d'une façon assez globale, et c'est des podcasts qui sont hyper chouettes. Je pense qu'en livre aussi, je trouve qu'il y a le livre, je pense que tu le connais, de Fatima Wassak, pour une écologie pirate, que je trouve hyper intéressant, sur la façon de lier l'écologie et les enjeux comme ça à une question plus sociale. Donc en fait, juste globalement, faire des liens dans nos têtes, c'est hyper important. Il y a 2 autres livres moi, qui m'avaient pas mal fait réfléchir. Il y a Dévorer le monde de Aude Vidal, qui est intéressant parce que, en tout cas, moi, je trouvais que c'était chouette au sens où elle regroupe pas mal de livres que moi, j'ai trouvé intéressants, que j'ai lus sur le voyage, qui questionnent le tourisme, qui questionnent plein de choses. Et je trouve que dans son essai, elle regroupe toutes ces lectures un peu. Donc c'est un bon condensé, entre guillemets. Je trouve que... Donc celui-là, en vrai, je pense que il est chouette. Et il y en avait un autre, moi, qui m'a beaucoup marqué, mais c'est un peu plus spécifique, mais c'est L'invention du colonialisme vert. Et pour le coup, dans ce livre-là, moi, j'avais trouvé passionnant, mais je pense, encore une fois, c'est parce que juste, je savais pas plein de choses. Et c'est sur l'Afrique. Ça parle notamment des parcs nationaux, et ça questionne beaucoup sur le fait que, en fait, sous couvert de protéger des espaces, déjà, on a tendance, par exemple, à avoir une vision de l'Afrique comme ça devrait être un paradis végétal et animal. Et dans cette vision-là, en Afrique, ça a impliqué plein de déplacements de population et de maltraitance, de torture et tout, sous couvert de protéger la nature, chose qui a un peu double standard parce que d'autres institutions vont, par exemple, pour protéger en France des espaces, vont grave dire notre patrimoine culturel, c'est l'art de faire du lait avec ses agriculteurs, et grave plus inclure les agriculteurs dans le patrimoine culturel et écologique. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ces 2 poids, 2 mesures, et moi, je m'en étais jamais rendu compte. Mais encore une fois, ça, c'est aussi faire des liens avec l'écologie, et aussi quel type d'écologie tu soutiens. Mais juste, du coup, oui, ça pose énormément de questions de quelle vision on a des territoires, et aussi, du coup, d'une manière plus globale, les institutions, en prenant des décisions pour protéger l'environnement, quels choix elles font aussi politiques, et qui maintiennent, encore une fois, une écologie qui est coloniale, quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire sur ces sujets-là, et je pense que j'aimerais bien approfondir sur ces sujets-là. Et donc c'est un peu le sujet du moment sur lequel j'aime bien discuter, parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, l'invention du colonialisme vert, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Et peut-être en élargissant un peu, pour pas se faire une liste des courses trop longue des médias, des livres et des podcasts et tout, mais je pense que aussi, on baigne tellement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais on baigne tellement dans des récits. Je te disais, tu vois, que moi, j'ai l'impression d'avoir baigné dans des récits d'hommes cis blancs depuis que je suis toute petite, et du coup, que ça construit tellement aussi notre façon de percevoir les choses, la façon dont on va reproduire aussi des schémas et tout. Et je trouve que aussi un moyen en tout cas pour moi, ma piste, pour s'éloigner un peu de tout ça, c'est aussi de réfléchir aussi à ce qu'on consomme, tu vois. Et cette année, j'en discutais avec d'autres amis, et par exemple, je me suis dit que j'allais lire plus
dans ma démarche depuis quelques années, c'était déjà de lire plus de livres et d'œuvres de femmes. Et là, je me suis dit qu'il faudrait que je lise plus. Et j'ai commencé à lire plus d'œuvres de femmes racisées pour aussi, juste comprendre plus de choses et déstituer un peu mon regard. Et donc je pense que pour moi, c'est un peu un combo de ce que je consomme et des discussions aussi, en vrai, qui sont hyper importantes, hein, hyper précieuses. Et ça, pour le coup, qui parsème grave mon périple avec tous les cercles militants dans lesquels j'ai été. Je pense que ces discussions m'ont hyper aidé à destituer plein de choses, mais que c'est une piste, mais que tout s'alimente, quoi. Que c'est ce que tu consommes, ce que tu lis, les discussions que tu as, et que c'est un tout. Et voilà. Je suis comme toi, un peu dans la même démarche, et je pense aussi au début de cette démarche. Donc, si vous avez justement, à la suite de l'écoute de cet épisode, envie, pour les personnes qui nous écoutent, de lister tout un tas de ressources, d'écrits de personnes qui sensibilisent à tous ces enjeux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire quelque part pour qu'on puisse les connaître, parce qu'on a cité quelques œuvres et médias, mais il y en a plein et qu'on n'a pas cités et qui sont hyper chouettes. Donc n'hésitez pas. Justement, on a commencé à parler un peu de la posture qu'on peut développer en voyage. Une fois qu'on a commencé en tout cas à prendre conscience un peu de tous ces enjeux, que ce soit les enjeux décoloniaux, que ce soit les enjeux féministes, les enjeux écologiques, sociaux, etc. Ben, je pense que dans l'idée, c'est d'essayer d'adopter une posture différente, plus ajustée, qu'on peut développer en voyage. Quelle est la posture que toi, tu tentes de développer aujourd'hui? Par quoi ça passe, au final? Encore une fois, hein, je pense que du coup, c'est ce que je te disais un peu tout au fil des réponses. J'ai l'impression d'être consciente de mes nombreux privilèges, mais que ça suffit pas d'être consciente, quoi. Et que la question, c'est grave, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et en fait, sur cette question-là, je trouve que c'est compliqué parce que, j'ai l'impression d'avoir... et là, je vais te répondre de manière hyper honnête. J'ai l'impression d'avoir changé ma manière de voyager sur plein de choses et j'aurais grave une liste pas d'une liste de courses, mais il y a plein de choses, de recommandations, mais même que j'ai écrit dans mon livre, tu vois, où en mode justement être plus conscient des endroits que tu vas soutenir quand tu voyages. Et je veux pas le dire péjorativement, mais juste, il y a plein de micro-actions ou de mini-actions qu'on peut faire à niveau individuel pour voyager d'une manière qui, pour moi, ne sera jamais éthique parce que voilà, mais qui sera moins pire. Mais aujourd'hui, j'ai pas une formule magique, j'ai pas une recette à servir et je sais que c'est hyper frustrant parce que du coup, c'est vraiment, j'ai pas de réponse à comment tu fais avec ces privilèges. Encore une fois, je serais tentée de te dire tout ce que j'ai, parce que j'y ai réfléchi longtemps et c'était quelque chose qui me trottait énormément dans la tête et qui me trotte toujours dans la tête, mais notamment quand j'écrivais mon livre parce que justement, je voulais parler de ces enjeux écologiques et sociaux et je me disais, si j'en parle dans mon livre, il faut que je donne des pistes aux personnes. Et donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup réfléchi, de m'être dit, il faut soutenir l'économie locale. Donc par exemple, tu vas pas dans des grandes chaînes, où tu prends pas des photos des gens comme ça, parce que c'est pas des décors, et qu'il y a un risque de folklorisation des cultures. Donc pareil, est-ce que tu paies des business qui mettent en scène une culture? Peut-être qu'il faut se poser des questions aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a tout un... Et ça, je pense que je peux renvoyer... Dans mon livre, j'en parle, mais il y a aussi plein d'autres comptes Instagram qui en parlent et qui donnent des pistes. Et je pense que c'est chouette parce que je pense qu'il faut de l'espoir aussi. Hein, et que des fois, quand on est militant, on a tendance à trop voir les choses qui vont pas. Donc je trouve que c'est hyper important d'au moins orienter nos actions. Mais juste, si je te donne une réponse hyper honnête aujourd'hui, je sais pas si c'est suffisant, quoi. Et je pense que j'en suis un peu à ce stade de réflexion où je suis en mode, il y a effectivement plein de micro-actions, mais en fait, pour en revenir un peu à ce que je pensais déjà quand je suis partie de France, mais je pense que les actions individuelles, elles sont trop chouettes et trop importantes, mais juste il faut qu'elles soient aussi couplées de réflexions collectives et plus globales. Et je pense que du coup, c'est là où je suis encore en réflexion aujourd'hui, où j'ai pas encore trop les réponses. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'enjeu collectif. On va y venir très vite, justement. On a pris conscience de beaucoup de choses ensemble.
de tous ces grands enjeux et ces systèmes d'oppression qui s'appliquent à l'échelle macro. Et puis, comme tu l'évoquais, à travers certaines rencontres, à travers ce que tu as vécu aussi, il y a tout ce qui se joue de beau, de complexe, d'intime, même dans les relations qui sont tissées, dans les rencontres qu'on fait sur le chemin, qu'elles soient éphémères ou plus durables. Et je sais pas quelle est toi ta définition du voyage, mais moi, celle que je retiens à ce jour, c'est d'aller à la rencontre d'eux. Donc ça peut être aller à la rencontre de soi comme du reste du vivant. Et donc ça permet de situer un peu le voyage comme avant tout un état d'esprit, une posture qui se fait dans le mouvement, mais qui peut pas se réduire à un déplacement géographique. Par exemple, on peut prendre une voiture en stop ou être dans un train et rester rivé sur son portable, consommer passivement. Et je sais pas si je considérais ça forcément comme un voyage, personnellement, alors qu'on se déplace d'un lieu à un autre. Donc si on suit la définition dans le Larousse du voyage, on a fait un voyage. Alors qu'au contraire, par exemple, la méditation, je perçois plus ça comme un voyage, parce que c'est un voyage en soi et vers soi, parce que il y a une présence en conscience, et selon moi, tout se joue dans le vécu du moment présent, dans le fait d'être présent à l'instant, dans le fait d'être disponible au monde. Et donc, on y revenait aussi, on en parlait juste avant, le fait d'être à l'écoute, de prêter aussi une écoute active, et donc de prendre le temps d'observer, de comprendre, en évitant de porter des préjugés, en prenant le temps de considérer l'autre, de donner de l'importance à ce que cet être vivant a à dire, à raconter, à signifier, à partager. Et je pense que là, on revient aussi un peu à cette question de posture. Notamment, le fait de prêter une écoute active à des personnes, ça permet de connaître mieux la culture de ces personnes, leurs identités aussi. Et c'est dans ces rencontres qu'on peut être amené aussi, j'imagine, à être transformé par ce qui en émane. En tout cas, j'ai l'impression. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut véritablement comprendre ce qui se joue dans un territoire, comprendre par exemple qu'on n'a pas toutes et tous la même vision des choses, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes croyances, ni les mêmes façons d'être au monde, des fois. Et donc ces rencontres, on peut les faire ici, bien sûr, on peut les faire là-bas, comme tu le fais. Toi, tu les as faites un peu partout dans le monde. Est-ce que tu veux nous parler de certaines de tes rencontres et de ce qu'elles ont fait émerger en toi et peut-être aussi ce qu'elles t'ont fait comprendre sur le monde avant qu'on parle justement plus de l'aspect collectif? Je pense que, effectivement, je suis d'accord avec toi sur pas mal de choses. Ce qui compte, en fait, au final, et c'est drôle parce que là, on fait cette interview et en ce moment, j'ai pas mal de questions justement sur est-ce que je suis en train de voyager? Est-ce que je suis encore en train de voyager? Donc, c'est drôle parce que rien que même le mot voyage, en fait, me pose pas mal de questions en ce moment. Et parce qu'on en discutait aussi avec Mélie, donc, avec qui j'ai passé le Pacifique, parce que elle aussi, elle est partie du coup, il y a 5 ans, je crois, maintenant, et elle a jamais eu trop l'impression de voyager parce que, en fait, depuis le début, contrairement à moi, il y a moins de mouvement dans son... Et c'est plus... Enfin, elle est en mouvement et il n'y a pas de volontariat en volontariat, mais elle a plus l'impression d'avoir vécu des périodes de vie dans des endroits que de vraiment voyager. Et du coup, on en discutait beaucoup dernièrement. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, la richesse de... Tout ça pour dire que j'ai l'impression que la richesse, effectivement, du mouvement, ça serait justement de pouvoir l'arrêter aussi à des moments et que moi, en vrai, ma plus grande richesse là, c'est d'avoir du temps où je m'arrête et où juste je suis hyper disponible à rencontrer des personnes. Mais encore une fois, ça pourrait se passer, et ça, je m'en rends de plus en plus compte, et je pense que je t'avais peut-être un peu moins ça en compte quand je suis partie, mais ça pourrait être n'importe où, en fait. C'est juste être disponible à un moment T, et après, il se crée des liens, il se crée des conversations, et j'y pensais notamment hier parce que là, du coup, je suis en volontariat là. Et ça aussi, je trouve ça assez beau que, dans le volontariat, que ce soit un peu plein de personnes avec des parcours hyper différents qui arrivent. Et donc, on a tous des histoires hyper différentes. Et là, notamment, je pense à une dame qui m'inspire beaucoup en ce moment. Elle s'appelle Margot et elle vient du Chili. Et en gros, elle vit en autonomie presque totale dans la montagne. Et juste, elle a une façon d'être qui est hyper... dans tous ces petits gestes du quotidien, je sens qu'elle est hyper connectée avec tout.
je veux pas le dire d'une manière perchée, mais juste elle est hyper consciente dans toutes ses actions et elle m'impressionne trop. Et elle me disait qu'elle avait eu avant, qu'elle avait travaillé dans d'autres choses, qu'elle avait eu de l'argent et que maintenant elle avait fait ce choix de vivre toute seule dans la montagne et aussi de s'éloigner de l'argent et que du coup, en fait, elle a plus d'argent maintenant, qu'elle cultive tout, qu'elle fabrique tout. Et même là, que ce billet d'avion pour venir à ce volontariat, c'est le monsieur qui nous accueille tous, qui lui a payé parce qu'elle aide tellement et elle apporte tellement au lieu que c'est un peu du troc, quoi. Et juste, je trouvais ça tellement intéressant. Elle a une énergie qui m'impressionne beaucoup. Et ça me faisait beaucoup réfléchir. Et en fait, on a passé des jours, là ça fait presque 2 semaines, 3 semaines que je suis là. Et hier, on a parlé du fait qu'elle était Mapuche, donc les peuples premiers au Chili. Et on a eu aussi beaucoup de conversations sur ça et sur sa connexion à la nature et tout, mais c'est venu hyper après, quoi. Enfin, voilà. C'était pas du tout l'enjeu de nos conversations ces 2 dernières semaines. Et j'ai trouvé ça trop intéressant de me dire, juste parce qu'en fait, on a autant de temps lent pour discuter, on en vient à toutes ces discussions qui, moi, là, en ce moment, me font beaucoup réfléchir. Mais c'est parce qu'on a du temps long et aussi qu'on fait un peu des actions quotidiennes ensemble, mais de la vie basique en communauté, quoi. Et effectivement, juste le fait d'être disponible à la rencontre, pour moi, c'est vraiment le truc le plus précieux. Et c'est aussi pour ça que je suis en stop. En vrai, c'est parce que juste, je trouve ça trop précieux que des personnes se disent « Bon, aujourd'hui, j'ai du temps disponible à accorder à cette personne. » Et juste qu'on soit dans une petite bulle de la voiture et qu'on ait du temps pour discuter, mais vraiment de je ne sais pas, de je ne sais pas quoi, que tout soit tout le temps différent. Et moi, j'ai vraiment cette passion pour les discussions avec les gens qui mènent à des endroits hyper différents. Et je trouve que c'est ça en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne vraiment. Et je pense que c'est aussi pour ça que je le fais depuis si longtemps. Mais en soi, je veux pas non plus l'idéaliser au sens où, quand tu dis est-ce qu'on rate pas une rencontre en étant sur son portable, je me reconnais aussi, il y a des moments où j'ai la tête tellement dans des projets. Là, j'aimerais bien monter mon podcast et j'ai la tête, je sais, qui fourmille d'idées aussi sur ça et je sais que je suis un peu moins disponible à la rencontre. Donc juste, je pense que c'est la vie aussi. Il y a des moments où on a plus de temps que d'autres et sans vouloir politiser tout, mais le temps, c'est aussi, en fonction de d'où tu viens, de ton patrimoine économique et tout, tu as aussi plus ou moins cette possibilité de lâcher prise, elle est plus ou moins facile. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de contextes qui créent cet espace, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Juste parce que je lisais aussi un livre, je te justifie tout, mais je lisais aussi un livre qui s'appelle Politiser le bien-être, où on a un peu justement des fois tendance à dire justement qu'il faut qu'on médite et que, un peu la connexion et le bien-être comme solution miracle. Mais encore une fois, il y a aussi, on va en revenir au collectif, mais juste il y a aussi des cadres qui permettent de donner cet espace d'une manière un peu plus collective et d'une manière un peu plus équilibrée. Parce que je pense qu'effectivement, de faire ce pas, d'avoir du temps, n'est pas facile pour tout le monde de la même manière, quoi. Juste pour pas tomber dans le discours de si tu veux, tu peux, quoi. Parce que c'est des fois un peu plus complexe quand même. Mais je suis d'accord quand même qu'une fois que tu vois ça et que tu arrives à prendre ce temps pour les autres et aussi de la richesse intérieure et tout, je suis d'accord que qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, pour le coup. Donc je suis quand même très d'accord avec ce que tu dis. Après, c'est clair que ça permet de rappeler que le temps est un privilège, clairement, et le fait de pouvoir se donner le temps pendant plusieurs années, par exemple, comme toi, de partir voyager, c'est clair que c'est un privilège de ouf que plein d'autres personnes qui subissent dans leur quotidien, qui ont tellement de contraintes que c'est juste inenvisageable et pas possible. C'est clair que c'est aussi un sacré privilège. Et en même temps, du coup, c'est toujours cette ambivalence de penser les choses à l'échelle de ces systèmes d'oppression qui s'appliquent à tout le monde et comment on peut aller vers plus de justice sociale et écologique. Et le fait de porter aussi ces solutions et de les porter justement à l'échelle collective, on va pouvoir y venir, sur aussi ce besoin de prendre du temps pour soi, ce besoin de prendre du temps pour rencontrer les personnes, pour essayer de comprendre ce qui se joue et tout, et donc de ralentir à toutes les échelles. C'est hyper important, je trouve,
aussi à mon sens. Et en même temps, il faut que collectivement, ça puisse se garantir pour tout le monde, quoi. Donc pour justement en venir en collectif, je sais que c'est quelque chose qui t'importe aussi. Tu cherches, comme tu le disais souvent, à rejoindre des collectifs, des lieux de vie partagés, des espaces de lutte collective sur ton chemin pendant ton voyage. Pourquoi, selon toi, c'est important de se rassembler et qu'est-ce qui peut se jouer justement à l'échelle des communautés? Est-ce que tu veux nous parler aussi peut-être de certains de ces collectifs, des luttes qui t'ont inspiré sur ton chemin? Bah ouais, moi je pense que j'y vois un peu quand même une solution. Alors une solution, même si ça pose aussi plein d'autres questions, hein, parce que le fait de s'organiser, le fait de vivre en communauté et tout, justement vu que c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la vie en communauté, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps ces dernières années à du coup y aller et à chaque fois je vois aussi les choses, mais forcément, tu vois, dans les liens humains qui font que des fois c'est un peu compliqué au niveau relationnel, au niveau de comment tu organises et tout, mais je trouve que globalement c'est quand même ces espaces un peu plus communautaires, un moyen d'équilibrer les tâches et de s'organiser comme un soutien un peu et une bulle un peu collective. Et ça, je trouve ça intéressant. Euh, j'ai vu vraiment différents moyens de le faire. J'ai l'impression que au début de mon voyage, en fait, un peu avec ma culture de moi, ce que j'avais vu en France, j'avais tendance à chercher des militants et des militantes partout et du coup d'aller dans des groupes activistes un peu partout. Encore une fois, encore aujourd'hui, moi je pense que c'est un milieu qui me parle beaucoup parce que c'est aussi un sentiment d'appartenance et tout qui est assez fort. Et donc, par exemple, au début de mon voyage, j'étais en Allemagne pendant 2 semaines sur la place publique. Bon, bref, dans un espèce de squat qui était organisé et où, c'est quand même assez impressionnant, où ils s'organisaient depuis, il me semble, 5 ans pour qu'il y ait tout le temps des personnes sur la place publique. Et c'était pour prendre la parole sur les enjeux environnementaux et l'inaction du gouvernement allemand sur plein de mesures très spécifiques. Mais juste, j'avais trouvé ça hyper impressionnant de me dire que depuis 5 ans, ils arrivaient à se mobiliser et à s'organiser pour qu'il y ait toujours des personnes sur place. Et ensuite, j'avais aussi vécu dans la forêt. C'était aussi un moment hyper fort parce que là, pour le coup, j'avais jamais vu, mais ils avaient organisé tout un système de cabanes dans les arbres pour ne pas qu'on détruise une forêt en particulier où il y avait plein d'espèces hyper importantes et où, voilà, ils voulaient pas qu'on puisse la couper. Et du coup, voilà, donc le début de mon voyage a été très façonné par ça, par des actions ponctuelles et où ensuite je restais dans des cercles d'activistes. C'était un peu, je pense, ça mon point d'ancrage dans chaque pays et ma porte d'entrée aussi pour comprendre ce qui se passait à ces endroits-là. Et j'ai l'impression en fait que quand j'ai commencé à aller déjà en Turquie, j'ai commencé à découvrir d'autres manières de vivre le collectif. Bah, déjà, j'ai aussi rejoint pour la première fois de ma vie des cercles hippies. J'ai aussi beaucoup appris du coup dans ces cercles-là où du coup c'était généralement des endroits très isolés et où il y avait genre des fois 100, 200, 300 personnes qui s'organisaient et qui collectivement cuisinaient pour le groupe. Et aussi une manière de respecter la nature que je trouvais hyper chouette et hyper intéressante. Ouais, surtout la manière de vivre, de s'organiser. Enfin voilà, j'avais l'impression d'apprendre beaucoup. Juste pour moi la limite c'était que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas... Il manquait de politisation de certaines questions. Donc voilà, donc juste dans ces milieux où, en tout cas, au moment où j'étais, je trouvais qu'il manquait un aspect, prendre en considération plus le genre, par exemple, et forcément, dans un groupe, est-ce que la répartition genrée va se faire, enfin, de quelle manière elle se fait, et en tout cas, poser les questions et poser ce cadre. Donc j'y voyais quelques limites, mais j'ai trouvé hyper intéressant sur la manière de vivre de manière hyper minimaliste, sans digital, sans quoi que ce soit, et aussi, le plus autosuffisant possible. Et ensuite, en fait, quand je suis arrivée en Mongolie, par exemple, j'ai l'impression de... Et du coup, je vivais avec une famille nomade, vraiment, ça s'est fait au hasard. Le contexte a fait que je me suis retrouvée avec eux, et je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours pensé un peu l'activisme et le militantisme. Là, c'était dans le cadre plus de protéger l'environnement, parce que c'était quand même... Voilà, mais comme quelque chose où il fallait le revendiquer, s'organiser, vivre en groupe et tout. Et en fait, juste quand j'étais avec eux, je me rendais compte qu'en fait, eux, ils revendiquaient pas du tout... de protéger l'environnement, mais juste toute leur manière d'être et de faire, que ce soit dans leur quotidien, de comment ils vivaient
dans la yourte et de comment ils cultivaient. Enfin voilà, ils vivaient juste d'une manière hyper protectrice de la nature. Et aussi très en communauté aussi, parce qu'il y avait une solidarité de... Bah, il y avait plein de yurts dans la steppe et en gros, on pouvait rentrer à toute heure de la journée et de la nuit. Ça m'est arrivé des fois quand je faisais du stop où les gens avec qui je faisais du stop étaient en mode viens, on va là. On rentrait à 4h du matin et on était accueillis, ils allaient faire à manger et tout. Et, et je me disais, c'est une manière de vivre aussi la communauté et de s'organiser tout en respectant la nature et tout, qui est aussi hyper intéressante et qui est hyper loin de moi, ma vision occidentale, et du militantisme où tu revendiques, juste en fait là ils le font. Et voilà, donc en fait j'ai l'impression que tout au fur et à mesure de mon voyage, je voyais plein de manières de faire qui m'inspiraient. Et j'ai même, enfin après, encore une fois, après, quand je suis retournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression d'être retournée dans des manières de faire qui étaient plus proches de ce que je connaissais, mais des communautés aussi qui organisaient tout, leur économie, où ils avaient genre un budget commun, où chacun mettait, par exemple, il me semble qu'ils mettaient 200 € par mois, et du coup c'était redistribué à tout le monde. Et bon, bref, des systèmes hyper intéressants, et j'ai l'impression que j'ai plein de choses à apprendre encore sur ça. Mais en tout cas, ouais, je pense, et je pense que on se rejoint sur ça, je pense que vraiment la solution, elle est vraiment dans le collectif et dans essayer de trouver la manière de faire collectivement. Mais ouais, je suis encore dans une phase et c'est aussi peut-être pour ça que je suis encore en mouvement, parce que le jour où j'aurai l'impression d'avoir une piste ou quelque chose que j'ai envie de mettre en place ou un groupe que j'ai envie de rejoindre, je pense que j'arrêterai le mouvement. Et je pense que mon mouvement, il est aussi très dû à ça, que je cherche un peu le groupe avec qui j'aimerais ouais, approfondir cette question, parce que c'est vraiment une question qui me passionne de comment on fait collectivement. Voilà, donc je suis toujours en mouvement parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est passionnant. Ouais, hyper intéressant, merci. Pour faire le lien justement avec ça, enfin là en l'occurrence t'es en volontariat. Quels sont un peu tes projets pour la suite? Tu parlais d'un projet de podcast. Je sais qu'il y a un projet de docu aussi sur la Transpacifique. Est-ce que tu as défini un peu la suite de ton voyage, des choses que tu vas faire? Bah, quand je suis partie de base, le but c'était d'aller en Australie sans avion. Après, je m'étais dit, bon, je vais faire le tour du monde en stop, parce que tant qu'à être en Australie, vu que, vu que je ne veux pas prendre l'avion pour revenir, bah, je vais continuer. Donc ça s'est construit de cette manière-là, mon périple. Et là, je crois que... du coup, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis sur la route. Et je crois que là, je suis dans un peu un tournant de mon aventure. Et un peu ce que je te disais juste avant, mais où je sens que j'apprends toujours énormément et que le mouvement m'apporte encore beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup de confronter mon point de vue. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je pense que c'est toujours positif. Et que, parce que je me pose la question, hein, je me laisse aussi grave la liberté de, si j'avais plus envie de bouger, d'être dans le voyage, de me dire, ok, je fais une transatlantique et je reviens en France. C'est pas forcément un goal à cocher de faire le tour du monde. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ouais, j'apprends encore beaucoup. Juste, je sens que je suis dans une phase où j'ai besoin de ralentir plus que les autres années parce que j'ai l'impression d'avoir plein d'idées et de choses et de projets qui m'emballent et de réflexions et que j'ai peu l'espace dans cette façon d'être tout le temps en mouvement en permanence. J'ai peu l'espace pour les mettre en place. Et donc là, j'ai envie de trouver un peu une balance. Et c'est aussi peut-être pour ça que je te disais que je me questionnais sur le fait que si j'étais toujours en voyage ou pas. Je crois que j'ai envie de trouver une balance pour que ma vie ne soit pas uniquement du mouvement, du voyage, de me déplacer d'un lieu à l'autre, mais aussi d'avoir un peu plus d'espace pour, certes, la rencontre, mais aussi pour la créativité. Et tout ce qui s'accumule ces dernières années dans ma tête, j'ai envie aussi d'y avoir l'espace pour ne pas tout me dire, une fois que je rentre, je ferai tout ça. Et de pouvoir le faire un peu aussi au fur et à mesure parce que ça me nourrit aussi. Et c'est aussi comme ça, en commençant à créer quelque chose, je trouve que tu alimentes tes réflexions, que tu progresses et tout. Et j'ai l'impression qu'un peu mes réflexions, enfin un peu les réflexions et le challenge des premières années où forcément j'étais confrontée à tellement de nouveautés, du coup j'apprenais quotidiennement énormément. Forcément là, ça s'est un peu ralenti au bout de 3 ans et demi. Et donc c'est aussi trouver des nouvelles manières de continuer à apprendre. Et je pense que continuer à apprendre, c'est d'une manière un peu plus approfondie, en prenant plus de temps aussi de lire, d'avoir un peu plus de temps long pour approfondir toutes les discussions et tout que j'ai eues.
Et je pense que c'est un peu le moment là. Donc tout ça pour dire que j'ai envie notamment de lancer mon podcast pour justement avoir un espace où on discutera un peu plus en profondeur de tous ces sujets-là. Ça me poussera aussi à lire plus et tout. Il y a aussi le projet du docu, c'est pas moi qui le porte, celui-là je suis plus en mode aide, mais c'est Mélie qui a filmé notre traversée de la Transpacifique. Et donc il y a aussi plein de choses à dire sur le voyage sans avion, le voyage à la voile, sur les liens, du coup aussi, en vrai ça rejoint nos sujets, c'est pas volontaire, mais sur les liens aussi qui se créent quand on vit en collectif, là pour le coup dans 9 mètres carrés. Mais donc il y a plein de sujets, je trouve, qui seraient portés par ce docu et qui sont trop importants et qui vont un peu dans le sens de notre conversation aujourd'hui aussi. Donc c'est un projet que je suis trop contente d'en faire partie, même si c'est pas moi la réalisatrice, mais je suis trop contente d'en faire partie et de pouvoir l'aider au maximum sur ce projet. Voilà, et je pense que j'ai envie de faire plus de volontariat, chose que j'avais moins envie jusqu'à présent, mais là je sens que justement c'est aussi une manière d'avoir l'espace créatif tout en ayant du temps long avec les mêmes personnes, et voilà. Donc je suis dans ma recherche là d'un nouvel équilibre où j'ai un peu plus de temps aux mêmes endroits et un peu moins de mouvement. Je pense que ça reste du voyage, mais un voyage encore plus lent. Ouais, c'est ce que j'allais te dire aussi. Après, moi, je vais avoir la tendance à dire que le voyage, c'est juste le fait de vivre, mais et du coup que tout est voyage. Ah, j'aime bien cette définition. Ok, ouais, j'aime bien. En soi, un peu dans la définition un peu que j'en donnais tout à l'heure, le fait d'aller à la rencontre de soi ou d'aller à la rencontre du reste du vivant, donc juste te vivre en fait, et ça permet je sais pas, peut-être se dire que une fois que tu seras rentré en France, tu seras encore en voyage d'une certaine manière. Enfin, un peu le voyage qui est la vie, qui est le mouvement perpétuel et le fait d'être présent à ce qui advient en fait. Donc c'est un peu moi la vision que j'ai des choses, mais Ah, j'adore cette définition. Ok. ouais, c'est marrant. Et peut-être pour conclure, parce que ça fait pas mal de temps qu'on échange ensemble, est-ce que tu as des derniers messages que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Juste, en vrai, continuons de cultiver notre curiosité et aussi peut-être ne jamais se dire que c'est bon, on a toutes les réponses, mais ne pas culpabiliser de ne pas les avoir, mais aussi qu'on ose parler des sujets aussi et, sur lesquels on n'est pas sûr et sur lesquels on n'a pas toutes les réponses. Pas pour pas pour se dire sachant surtout, mais juste des fois je trouve que on s'immobilise un peu parce qu'on a peur de pas mettre les bons mots et tout. Mais juste des fois j'ai l'impression que ça bloque aussi la conversation collective et que c'est tellement important justement qu'on en discute tous ensemble et qu'on dise aussi les moments où on s'est senti un peu inconfortable, les moments où on a un peu la honte et on a un peu l'impression d'avoir moins bien fait. Juste qu'on le dise honnêtement et qu'on se juge pas, et aussi ceux qui reçoivent, qu'on ait de la bienveillance. Ouais, je pense très collectivement, mais juste qu'on soit bienveillants les uns envers les autres et qu'à partir du moment où quelqu'un essaie justement de trouver comment mieux faire, qu'on s'écoute et qu'on essaie de collectivement trouver des pistes. Je pense que c'est chouette comme ça et que c'est comme ça qu'on a le plus de chances de s'améliorer. Parce qu'on sera tout le temps des êtres imparfaits et tout le temps en mouvement et voilà, ça sert à rien de se figer et se dire j'ai la meilleure posture ou je ne l'ai pas, mais juste continuer à cultiver notre curiosité quoi. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion pour cet échange. Merci. Je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Merci beaucoup Juliette pour cet échange passionnant, pour toutes les choses qu'on s'est dites et pour ton témoignage. Merci à toi. Et merci à toi aussi pour tout ce que tu fais. C'est trop important et même tout ce que tu dis, ça plante aussi des petites graines dans mon esprit. Donc merci de prendre ce temps aussi et ce podcast pour en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi et je te dis à très bientôt. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures et de tes questionnements aussi. Merci, à plus tard. Ciao. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à ajouter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ton soutien m'est précieux. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour, faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.